Mon intervention est intitulée Cyberdissidence. Donc, ce titre a été proposé par Ahmed, que j'ai adopté et j'assume. C'est pas pour rejeter le concept qui a été longuement utilisé par les chercheurs qui ont travaillé sur cette question. Et le sous-titre de mon intervention est le suivant. Donc, les mouvements sociaux en ligne en métamorphose. Et je vais commencer par situer un petit peu mes propos dans un contexte général, un contexte aussi bien scientifique que social, on va dire, pour commencer par mettre l'accent sur le fait que cette question de mouvements sociaux en ligne constitue un enjeu incontournable pour les différents acteurs, qu'il s'agisse de militants. Un temps, on commence à parler de militants traditionnels, militants, ce qu'on appelle aussi des cyber-militants, entre guillemets, des cyberactivistes, des politiciens, des acteurs de la société civile, des opposants politiques, etc., mais également et surtout pour les chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales. Juste une petite remarque par rapport à cette notion de cyberdissidence. Il est vrai que tous ceux qui ont travaillé sur les cyberactivistes au départ, à vrai dire, n'avaient pas beaucoup de difficultés, et Saad était parmi les premiers à avoir travaillé sur ces questions, parce que si vous voulez, le paysage un peu était assez clair. On savait très bien qu'il y avait des dissidents qui ont créé des blogs, des forums de discussion, des mailing lists, etc., pour mettre l'accent sur une certaine position à l'égard du pouvoir en place. Donc, ce qu'on appelait à l'époque les cyberdissidents. Aujourd'hui, comme vous le savez, le paysage est totalement différent et c'est pour ça que je parle d'une réelle métamorphose en la matière. Alors, cette question se justifie par le processus émergent d'une nouvelle historicité qui est en train de se dessiner sous nos yeux et qui marquera sans doute notre époque actuelle en pleine gestation. Alors mon objectif est de tenter d'appréhender ce tournant historique actuel et de réfléchir sur les enjeux qu'il impose à la fois aux sociétés contemporaines et la communauté scientifique. Les mouvements sociaux en ligne soulèvent des questions complexes, ouvrant donc à la réflexion et à l'analyse des étendues riches en objets de recherche nouveaux. Alors, pour parler rapidement des réflexions que j'ai entamées en 2010 sur cette question, dans le cadre d'un programme de recherche à l'IRMC, intitulé La communication virtuelle par l'Internet et les transformations des liens sociaux et des identités en Méditerranée. Donc, ce programme portait, comme je l'ai dit en 2010, sur les usages multiples de l'Internet et leur impact sur les identités et les liens sociaux en Tunisie et en Méditerranée de manière générale. Et l'objectif était d'avoir des éléments de comparaison entre les différents travaux qui existent sur la région. Suite à la Révolution, donc, cette posture était réorientée en 2011 en particulier vers une problématique plus ciblée en rapport avec le cyberactivisme et les mouvements sociaux en ligne qui ont pris de plus en plus d'ampleur, occupant donc le devant de la scène suite aux vagues de contestation sociale, aux révoltes populaires et aux révolutions donc déclenchées dans plusieurs pays arabes et méditerranéens. Donc les premières réflexions que j'ai eues à l'époque m'ont permis surtout, avec plusieurs collègues qui appartiennent à cette région, de réfléchir surtout sur la démarche méthodologique. Comment faire en sorte que le chercheur qui travaille sur ces questions puisse accéder à ce terrain. Est-ce que le chercheur doit afficher son identité ou au contraire il doit utiliser un pseudonyme pour pouvoir avoir donc, des informations sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de blogs, de forums de discussion. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pages Facebook. Il faut dire que je vais peut-être m'arrêter sur un certain nombre de notions, notamment par rapport à ce qu'on appelait l'espace virtuel. Et remarquez qu'aujourd'hui, on parle très peu de virtualité. Donc,
Et donc la succession des événements observés, aussi bien sur le terrain de l'action que sur les réseaux sociaux numériques, nous ont incité à focaliser l'attention sur les légitimités antagoniques à l'œuvre dans cette phase transitionnelle. Alors je vais vous proposer quelques questions de recherche qui renvoient à des pistes de réflexion. La première est la suivante. Alors, comment penser les mouvements sociaux en ligne dans leur diversité à l'aune des transformations sociopolitiques et du processus de transition démocratique entre guillemets. Là aussi, il s'agit de l'un des concepts qu'il faut interroger. Quels acteurs observer et quel terrain conquérir? Ces différentes questions donc, se déclinent en une question centrale qui se présente ainsi. Dans quelle mesure la dynamique actuelle, observée au sein de l'espace, ce que je propose d'appeler l'espace public extensif, en perpétuelle transformation sur les réseaux sociaux numériques, transforme-t-elle les rapports de force sur les plans politiques, sociaux, culturels et économiques dans cette phase transitionnelle et à plus long terme? Alors, le point de départ pour cette intervention consiste à mettre l'accent sur les mouvements sociaux en ligne qui sont passés par des étapes différentes que je vais résumer en 3 étapes essentielles. D'abord, c'est l'espace virtuel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en interrogeant des parents, surtout d'adolescents, ils nous répondaient que bon, l'espace Facebook est un espace plutôt juvénile, un espace ludique, un espace qui n'est pas sérieux, et par conséquent, ces parents, donc, de manière générale, donc les adultes, se méfiaient de cet espace, et s'ils s'intéressaient au cyberespace, ils se dirigeaient essentiellement vers des sites communautaires ou vers des forums de discussion beaucoup plus qu'à Facebook. Ensuite, donc, et surtout après les révolutions qu'on a vécues dans la région, on ne parle plus d'espace virtuel, mais plutôt d'espace public alternatif. C'était le concept qui a été mis sur le devant de la scène pour remplacer la notion d'espace virtuel. Et actuellement, en observant les différents espaces, et notamment Facebook, parce que maintenant les blogueurs, et là j'ai en face de moi une blogueuse, savent très bien que Facebook permet à ces acteurs de diffuser leurs informations à une population plus large en passant par Facebook, et il y a pas mal de blogueurs aujourd'hui qui ont créé leur page sur cette plateforme. Et donc, en observant les différentes pratiques, donc sur ces différents espaces, il ne s'agit plus d'un espace public alternatif, mais plutôt ce que je propose d'appeler un espace public extensif, parce qu'il n'y a plus de décalage entre ce qui se passe sur le terrain de l'action et ce qui se passe sur donc cet espace, j'allais dire virtuel, mais il s'agit plus de virtualité à vrai dire. Alors, ce que j'entends par espace public extensif, ce sont les différentes formes d'expression sur la toile numérique qui ont des relations symétriques avec les actions qui se déroulent au sein de l'espace matériel. Donc, on n'arrive plus réellement à dissocier ce qui se passe sur ces deux espaces. À ce titre, en exposant des expériences de mobilisation informationnelle différentes en Iran, en Tunisie, en Égypte, Fabien Grandjean, qui est l'un des premiers chercheurs qui ont travaillé sur cette question, a mis l'accent sur le fait que ce qu'on appelle le web participatif génère des collectifs de nature différente par rapport à ceux du monde, ce qu'il appelle du monde offline. Même s'il intègre des mobilisations traditionnelles préexistantes, et qu'il est important de tenir compte de l'articulation entre les deux types de mobilisation. Il est nécessaire, selon lui, d'éviter toute forme de déterminisme technique en tenant compte du rapport étroit entre les mobilisations informationnelles en ligne et les protestations collectives dans les rues. Alors, le web participatif doit être envisagé comme un élément important du dispositif révolutionnaire dont les potentiels ont été exploités par une frange de la population à des fins émancipatrices.
L'espace public extensif renvoie donc à un engagement social qui passe par le virtuel pour agir sur le réel, et virtuel, je rentre entre guillemets, ou inversement. On sait très bien que très souvent aussi, on exploite un tout petit peu ce qui se passe un peu sur l'espace matériel, entre guillemets, pour agir un tout petit peu sur cet espace qui devient déterminant, qui devient influent. L'intérêt de cet engagement virtuel à distance réside d'une part dans le fait qu'il est enraciné dans la réalité sociale et d'autre part dans sa capacité à constituer et à mobiliser des groupes de pression transnationaux et décentralisés. L'engagement citoyen entrepris donc depuis longtemps sur le terrain et avec le développement croissant des politiques s'est trouvé de façon massive doublé d'un cyberespace polyvalent et multivalent. Ces nouvelles formes d'expression contestataire, comme je l'ai dit, donc, qui est en interconnexion avec donc, ce qui se passe sur le champ de l'action, sont loin d'être en rupture avec les autres formes d'expression publiques et citoyennes traditionnelles. Les articles de presse, les graffitis, les caricatures, les pétitions, les pièces de théâtre, les films, etc. D'ailleurs, plusieurs sont des chercheurs qui ont fait des observations sur les blogs et sur les pages Facebook, qui ont remarqué que les blogueurs, les Facebookers reprennent des séquences vidéo préparées par des journalistes citoyens ou par des journalistes professionnels pour argumenter un tout petit peu leur point de vue par rapport à certaines situations observées. Donc la crédibilité, voire la légitimité des mouvements sociaux en ligne tient à leur capacité à renforcer des projets protestataires déjà présents sur le terrain. Le cyberactivisme reste donc impulsé par la force réelle des militants qui agissent au quotidien sur le terrain en incarnant un public d'expression et d'action contestataires qui s'entrecroisent et s'influencent réciproquement. Alors pour réfléchir un petit peu sur l'intérêt aujourd'hui de l'espace public extensif en métamorphose, je vais essayer de structurer mon intervention autour de trois aspects essentiels sous les yeux. D'abord, le premier point que je trouve intéressant concerne la routinisation des usages sociaux d'éthique et la socialisation politique et démocratique. Alors quand je parle de socialisation, bien évidemment, il s'agit d'une socialisation d'une nature différente, étant donné qu'il n'y a pas d'un processus qui est un processus actuel propre à la socialisation, mais il y a plusieurs acteurs qui interviennent de manière différente. Donc, il s'agit d'une socialisation politique et démocratique différenciée. Le deuxième point concerne les mouvements sociaux en ligne, les nouveaux acteurs politiques et les légitimités antagoniques. Il y a un conflit de légitimité parce que l'on assiste aujourd'hui à l'émergence de nouveaux acteurs qui essaient de se positionner aussi bien sur le terrain d'action que sur cet espace public extensif. Et le dernier point concerne l'espace public extensif en rapport avec une certaine citoyenneté négociée, parce que être actif sur le terrain de l'action, mais également sur cet espace public, est une manière de pratiquer donc sa citoyenneté. Et bien évidemment, je vais essayer de traiter les enjeux éthiques en rapport avec ce qui se passe sur cet espace. Alors, je vais commencer donc par le premier point relatif à la réutilisation des usages sociaux d'éthique. Il est vrai donc, que la fracture numérique, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que quand on parle de cyberactivisme ou de cyberdissidents, il ne faut pas oublier qu'il y a une partie extrêmement importante de la population qui est exclue un peu de cet espace. Donc en dépit de cette fracture numérique qui se manifeste en grand jour, l'on assiste à une utilisation des pratiques de l'Internet qui, en vertu de sa propagation, ne manque pas de bouleverser la sphère publique.
Mais donc il est important, comme je l'ai dit, donc, de tenir compte des ratés de la révolution numérique. Alors ça, c'est quand même un point à prendre en considération. Mais on va dire que les cyberactivistes, aujourd'hui, représentent des relais d'opinion. Donc, comme dit Asfeld, très influents en matière de mobilisation sociale et politique, et le rôle de ce que grand Jean appelle les nouveaux intercesseurs est nettement plus efficient dans un contexte de transition démocratique. Tout à l'heure, on a parlé de l'État informel, de l'absence de l'État, etc. Ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, que les institutions traditionnelles n'ont plus la même valeur, le même poids aujourd'hui dans cette phase transitionnelle. Donc les mutations sociopolitiques dans les pays arabes, comme la Tunisie, l'Égypte et la Libye, révèlent que la socialisation politique et démocratique mise en œuvre par l'espace climatique n'est pas liée à la seule phase de transition. Il s'agit d'une action, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des cyberdissidents, on a l'impression qu'il s'agit d'une série de pratiques en vogue, alors que ces cyberdissidents étaient actifs bien avant la révolution, et il faut évidemment tenir compte de toute cette période qui a marqué quand même l'évolution de ces pratiques dans la société tunisienne, et bien évidemment même en Libye, parce qu'en Libye, on croyait qu'il n'y avait pas de cyberdissidents, alors qu'en travaillant un peu sur les blogs de la diaspora libyenne, on se rend compte qu'il y a eu pas mal de blogueurs qui se sont exprimés et qui ont critiqué le régime en place. Il y a eu même une manifestation virtuelle, et une pétition qui a circulé pour obliger un peu le Kadhafi à partir du pouvoir. Ça, c'est juste pour parler d'un cas qui est très bien, où on a l'impression que le cyberactivisme est un phénomène nouveau. Alors, je vais juste souligner quelques manifestations qui ont pris forme sur la toile numérique et qui ont pointé un petit peu l'évolution de la cyberdissidence. Je vais juste prendre quelques exemples parce qu'il y a eu pas mal de manifestations, il y a eu une forte mobilisation de la part des blogueurs. Je commence par l'organisation le 22 mai 2010 à l'initiative des cyberactivistes Slim Amem et Sinayal, mais également il y avait d'autres cyberactivistes qui avaient participé à cette manifestation, qui étaient à l'origine de cette manifestation. Donc c'était la manifestation contre la censure baptisée donc Nahar al-Ammar, littéralement Sainte-Journée pour Ammar. Les participants étaient appelés à porter des t-shirts blancs avec l'inscription 404 Notre Femme. C'était l'une des premières manifestations et ce n'était pas évident au départ. Il y a des témoignages extrêmement intéressants, dont celui de Slim Amem qui a montré que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ne les avaient pas pris au sérieux quand ils avaient demandé la permission pour organiser cette manifestation. Donc, pour montrer comment ça a évolué donc, par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis, je vais évoquer une deuxième manifestation où il y a eu une publication de plusieurs articles au cours du mois d'août 2012 à l'occasion de la Fête nationale de la femme sur les murs Facebook et sur les blogs de plusieurs cyberactivistes. Et l'objectif était de protester contre la formulation équivoque de l'article 28 présenté dans le projet de la Constitution. Et comme vous savez, cet article qui fait référence à une complémentarité entre les femmes et les hommes, qui a été donc considérée par les représentants de la société civile comme étant une régression par rapport aux attentes des femmes tunisiennes qui revendiquent une égalité totale entre les sexes. Et les attentes ne sont pas au départ
j'ai parlé de cette manifestation contre la censure, c'était réellement des cyberdissidents qui avaient pris des risques énormes. Alors que par rapport à cette manifestation pour défendre un peu les droits de la femme et pour remettre en question cette notion de complémentarité, il y avait à l'époque donc plusieurs acteurs qui n'étaient pas actifs sur la terminale, notamment des représentants de partis politiques, des représentants un peu d'un certain nombre d'associations qui ont cru à l'intérêt de ces actions sur l'espace public extensif. J'ai voulu vous montrer quelques photos, mais c'est pas grave, parce que la salle ne permet pas, je pense. Il y a des photos, plusieurs photos qui ont circulé sur les pages Facebook, sur les blogs. On peut, si vous le souhaitez, il reste 10 minutes, c'est comme vous voulez. Je pense si c'est central pour exposer ou pas. Non, pas après. Il a été débranché hier, il est en bas. Voilà l'alimentation. On laisse tomber. Les photos que vous avez simplement et puis une troisième manifestation contre le gouvernement islamiste le 13 août 2013, où donc l'opposition tunisienne a mobilisé pour la manifestation lançant la semaine du débat. Donc, on doit forcer le gouvernement dirigé par les islamistes de Nada à la démission après un mois d'une impasse politique, comme vous le savez, déclenchée par l'assassinat de l'opposant Mohamed Brahmi le 25 juillet 2013. Cette manifestation du 13 août 2013 a été lancée sur la table. Là aussi, il y a eu pas mal de photos qui ont fait un peu. Et la dernière manifestation, comme je l'ai dit, il y a plusieurs manifestations organisées, mais juste un peu pour donner quelques exemples. La dernière manifestation qui est donc celle de l'antiterrorisme organisée le 29 mars 2015 suite à l'attentat du Bardo. Là aussi, il y a eu plusieurs photos, affiches, etc. qui ont circulé. La socialisation politique et démocratique se fait également à travers d'autres formes d'expression qui commencent à prendre forme au sein du cyberespace. Il s'agit de la presse numérique. Donc, actuellement, il y a plusieurs journaux électroniques. Et ce qui est intéressant dans ces journaux, c'est la nature des informations diffusées. Et ce sont généralement des journaux envoyés directement par mail. Mais ce qui est intéressant également, ce sont les commentaires qui existent. Et il y a plusieurs événements, plusieurs types d'informations qui ont suscité des débats, qu'il s'agisse des actes terroristes, de l'assassinat d'acteurs politiques, des soldats, etc. Donc là aussi, il y a des commentaires extrêmement intéressants. Je passe maintenant au deuxième point relatif aux nouveaux acteurs politiques et les légitimités antagoniques. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'espace public, ce qu'on appelait donc l'espace public alternatif, était assez homogène. Donc il y avait surtout des opposants politiques qui passaient des informations via leur blog, notamment, et via des forums de discussion, pour contourner un tout petit peu le système de contrôle. C'est vrai qu'il y a quelques travaux, il y a eu quelques travaux au départ qui ont montré que par moment, il y a eu des conflits entre les différents cyberdissidents. Par exemple, il y a un travail réalisé par l'INCHEB sur la blogosphère tunisienne qui a montré qu'il y a eu un conflit
il y avait d'abord une guerre froide entre les islamistes et les représentants de gauche, les militants de gauche. Et puis après, cette guerre froide a été une guerre déclarée surtout sur la blogosphère. Mais ces cyberdissidents avaient un objectif commun, c'est de faire face à la dictature. Et leur objectif était surtout de lutter contre la censure et pour donc, la liberté d'expression. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une population homogène, il y a plusieurs cyberdissidents et il y a même des cyberdissidents qui revendiquent une certaine légitimité, mais qui représentent un risque réel aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a plusieurs terroristes, entre guillemets, extrémistes, fondamentalistes, qui passent par Facebook pour toucher un nombre important de jeunes qui maintenant commencent à investir cet espace donc, public. Et là aussi, un problème qui se pose, c'est que comme il n'y a plus de contrôle, il est impératif aujourd'hui de penser à des moyens de régulation un peu de cet espace parce que il y a de gros problèmes éthiques qui se posent. Vous avez parlé de blasphème, d'insultes, etc. Il y a des travaux, notamment les travaux de Naïm Achour et de Rachel Mizri, qui ont toutes les deux travaillé sur les insultes, et qui ont soulevé cette question éthique qui mérite d'être posée aujourd'hui. Il nous reste combien de temps? Sinon je vais rapidement conclure. Là, il nous reste 4 minutes. Alors, je dois quand même parler de ces légitimités antagoniques et je vais prendre comme exemple un témoignage de l'une des blogueuses qui s'appelle Média. Son pseudo c'est Média from Tunis, donc qui a écrit sur son blog, qui a partagé un billet extrêmement important, là où elle distingue entre les vrais militants et ce qu'elle appelle les cyberactivistes de la 25e heure. Je vais juste rapidement, peut-être que je vais finir sur ça, son témoignage. Alors elle écrit: quelques jours après le départ de Ben Ali, nous avons vu fleurir sur la toile et dans les médias un nombre non négligeable de professions de foi qui se résument à ceci: je suis un cyberactiviste. Si vous critiquez leur attitude et que vous leur refusez cette appellation pompeuse, ils vous répondront: la définition du cyberactivisme est assez large et notre présence sur le net rentre là-dedans. Pourquoi alors suis-je outré de leur autoproclamation? La réponse est, en ce qui me concerne, assez simple. Cyberactivisme peut effectivement inclure toutes sortes d'actions, d'informations et d'opinions exprimées sur le net. Cependant, tout le monde sait pertinemment que pendant des années, et dans le contexte politique de la Tunisie, le cyberactivisme a toujours été compris dans son sens politique. L'activisme contre le régime en place, en se basant sur les moyens offerts par Internet pour porter la voix des opposants, anonymement parfois, mais souvent à visage découvert, et d'ailleurs elle a souligné, a constitué le cyberactivisme par excellence dans notre vocabulaire. Ainsi, les véritables cyberactivistes de la première heure ont subi harcèlement, prison, torture, exil, et certains ont même perdu la vie pour avoir participé à ces activités considérées par le régime comme un crime contre la souveraineté de l'État et son image dans le monde, et parfois même comme un appel au terrorisme et au chaos. Donc, ce discours reflète une certaine conception de cyberactivisme qui implique un engagement et un activisme qui ne va pas toujours sans risque. En d'autres termes, pour mériter le qualificatif cyberactivisme, l'internaute doit disposer d'un capital militant. Donc, voilà, je pense que Merci beaucoup.